Mastercraft on the beat. Yeah, with the palm Betty. Mastercraft on it, flavor. Bonjour Diane. Salut Karine. Merci de nous recevoir ici dans ton petit chez toi, bien cosy, bien mignon. Alors pour les lectrices qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, je m'appelle Diane Audrey, j'ai 24 ans, mais j'aurai 25 ans en septembre. Ma mère, elle me rappelle tout le temps. Je travaille comme journaliste au Monde et j'ai fondé il y a 2 ans bientôt le site Visiter l'Afrique pour mettre en avant justement les destinations africaines et montrer aux non-africains qu'en Afrique, il n'y a pas que la guerre, il n'y a pas que les épidémies ou encore la famine. Alors est-ce que tu peux justement nous en dire plus sur ton travail au Monde, sur ton travail de rédactrice en chef de Visiter l'Afrique, c'est ça? On peut dire ça ou... Oui, bon, rédactrice en chef, je sais pas. C'est plutôt le travail d'une autre personne de mon équipe qui s'appelle Alphée, qui s'occupe vraiment du contenu. D'accord. Moi, chez Visiter l'Afrique, je suis plutôt un peu le maître d'orchestre. Je discute avec mon équipe, on se donne des objectifs et chacune maintenant, de par son domaine, joue le rôle en tout cas d'opérationnel. Et moi je m'assure juste que la ligne, ce qu'on avait décidé a été mise en place. Et ensuite, à côté, au Monde, je vais beaucoup écrire sur tout ce qui touche à l'innovation en Afrique. C'est un peu comme Visiter l'Afrique, je ne veux pas et je ne souhaite pas parler de ce qui va mal en fait. D'accord. Maintenant, si je vais dans un événement ou dans un pays où je dois couvrir une Fashion Week et que ça commence 3 heures après la Fashion Week, je vais dire que la Fashion Week a commencé 3 heures après et que c'est un problème. Sous le principe, je partais pour couvrir quelque chose de positif. Ouais. Mais maintenant, si sur place, ça ne donne pas, je me dois, de par mon travail et mon éthique, de dire que ça n'allait pas. Mais dans mon ambition et mon objectif, c'est vraiment de raconter ce qui se fait de dynamique aujourd'hui en Afrique, la créativité, comment la jeunesse africaine se réapproprie son discours, son histoire, notre culture, nos valeurs. C'est vraiment ce que je veux faire dans le média qui est le Monde et son édition africaine, Le Monde Afrique, ou en tout cas sur Visiter l'Afrique. D'accord. Alors au vu de ton... Moi, je suis toujours très émerveillée par ton parcours. C'est vrai que ça fait un moment que je te suis, qu'on se connaît. Et au vu de ton jeune âge, tout ce que tu as déjà accompli, c'est vraiment merveilleux. Ça, c'est vrai que c'est bien pour d'avoir ce genre de, on va dire, ce genre de modèle. Alors du coup, je voudrais savoir, est-ce que tu peux rentrer un peu plus en détail sur justement ton parcours professionnel, ton parcours universitaire, on dira, et ensuite professionnel, comment tu es arrivé au Monde, comment tu es arrivé à fonder Visiter l'Afrique et tout ce que tu as pu faire avant? Moi, je suis arrivée en France à l'âge de 12 ans. Donc, je suis née et j'ai grandi jusqu'à l'âge de mes 12 ans au Cameroun. Donc en 2003, j'arrive en province. Donc je vais au collège, comme tout le monde, au lycée. Et puis je fais une première ES, économique et sociale. Parce que j'aimais pas les maths. Et quand j'étais au collège, je n'étais pas spécialement l'élève littéraire de base, parce qu'il fallait apprendre le latin pour faire une série L. Donc je fais ES, économique et sociale, et puis finalement je déteste tout ce qui est matière scientifique, maths, physique et chimie. Et après on me dit qu'en STG, à l'époque STT, mais à mon époque c'était déjà STG, que justement je peux faire du marketing, de la com, sans avoir la physique, la chimie. Je suis sûre je pense que le niveau de maths était réduit, mais on avait de la gestion. Et je me dis je vais faire une première STG en option communication. Et c'est marrant parce que dans ce lycée où j'allais, c'est le lycée en forêt à Montargis. STG, comme beaucoup de choses, c'était vraiment la section des nuls. Quoi. Ouais, le bas de gamme. Le bas de gamme. En plus, je me souviens, on avait un bâtiment à part. D'accord. Donc quand tu rentrais dans ce bâtiment, on savait que tu faisais pas partie de la série S. Vous êtes les isolés, quoi. Enfin voilà, c'était vraiment ça. Donc limite, quand tu y vas, tu n'es pas vraiment sûr de pouvoir réussir dans la société. Bon. En tout cas, quand on est noir, on a déjà d'autres problèmes. Déjà, donc j'ai fait une première STG en option communication. Et puis je me suis dit, la com, c'était pas pour moi. J'ai fait du marketing en terminale, option mercatique. Et tout le monde dans mon école me disait, dans mon lycée me disait, non, tu dois faire de la com. Parce qu'en terminale, c'est le moment où tu vas un peu dans les écoles pour passer des concours. Où tu découvres au final peut-être ce vers quoi tu es tournée. Mais moi, en étant camerounaise, en ayant un père, notamment Bamileke, donc un homme en tout cas d'affaires, moi il n'y avait que le commerce international, donc j'allais faire une terminale STG option mercatique pour ensuite faire un BTS commerce international. Suite logique quand tu fais généralement une série technologique, d'aller faire un BTS. Et au final j'ai pas trouvé de BTS parce que je voulais le faire à Paris
et que j'habitais dans le Loiret, dans la région centre, et que je dépendais d'Orléans, de Tours, et qu'à Paris, bon, il y avait très peu de place et que c'était déjà naturellement des Parisiens ou des gens d'Île-de-France même qui avaient la priorité. Et puis je dis à ma mère en fait que vu que j'ai rien, autant que j'aille aux États-Unis pour me perfectionner en anglais et puis faire autre chose. Et puis peut-être ça va me donner plus de poids sur mon CV quand je reviendrai à Paris. Ils se diront, ah, elle a un peu eu d'expérience. Ma mère et mon père sont plutôt d'accord. Mon père et ma mère espéraient que j'allais rester là-bas une fois. Donc je pars là-bas, je fais 1 an. Je fais des cours en fait de politique et de sociologie. Enfin, à l'époque, c'est en 2009. C'est un an après le mandat de Barack Obama. Donc, déjà en France, on est hyper fiers de voir un noir au top. Moi, j'arrive aux États-Unis, je veux être un peu comme lui, je veux être comme sa femme. Un peu successful, mais en même temps tu ne sais pas trop comment te placer quand tu vis en France, quand tu es jeune noir et que tu as des rêves. Et puis donc je fais un peu de sociaux, un peu de politique parce que ça m'intéressait sans me dire que je voulais en faire un métier. Et ensuite je fais un stage qui m'emmène à la Banque mondiale à Washington. Et je dis et au final quand j'étais en stage, je fais plus de com que tout ce qui touche la politique. Et je dis à mes parents qu'en fait, je vais faire de la com. D'accord. Paradoxalement, il y a quelque chose qui me dit que c'est à Paris que ça se passe. Donc c'est assez perturbant parce que quand tu vis en France, tu rêves des États-Unis. Quand tu vis en Afrique, en tout cas au Cameroun, tu rêves de la France. Tu rêves peut-être maintenant de Montréal ou des États-Unis, mais tu rêves d'abord de la France. Et nous, on a tellement grandi avec les MTV Base que quand tu étais aux États-Unis, c'était le Saint Graal. Je ne comprenais pas pourquoi. Je disais à mes parents, j'ai l'impression qu'il y a un truc que je n'ai pas terminé en France. Donc je rentre donc en France, grande déception de mes parents en 2010, et je m'inscris dans une école qui s'appelle le Césacom, où je fais 2 ans d'études de BTS. Et mes parents me disent qu'ils vont me soutenir parce qu'ils pensaient que c'était un peu une lubie. Elle a décidé de faire la com. Mon père, il n'a pas du tout compris. Il a compris très tard. La com, c'est quoi? C'est du journalisme. Oui, c'est vrai que pour les parents, c'est difficile de compliqué mettre, parce qu'ils ont l'impression que tu vas peut-être pas trouver de l'emploi. Quand tu es docteur, il y a de l'emploi, potentiellement quand tu es avocat. Donc, ils me disent de faire un BTS. Donc, ils me disent que je vais m'inscrire dans une école. J'ai le choix de ne pas faire un BTS, mais j'ai choisi de faire un BTS, de m'inscrire de faire un BTS pour justement toujours avoir un petit diplôme pour que mes parents soient un peu contents. Ensuite, après mon BTS, je pars 4 mois à Atlanta. Toujours parce que j'aimais voyager, je voulais découvrir ce qu'on appelait à l'époque le Black Hollywood. Comprendre un peu les Tyler Perry, découvrir aussi, hein, quand on est à Washington ou à New York, on voit peu d'Africains successful visuellement. On voit des Africains dans la rue, mais on voit pas d'Africains successful. Alors qu'à Atlanta, on voit des Noirs successful, on voit une vague d'Africains successful qui viennent du Nigeria, qui viennent du Cameroun ou du Ghana. Ce sont des gens qui sont connectés. Et donc, je me suis retrouvée à faire un stage, à bosser sur 2-3 beaux projets avec un mec qui s'appelle Yves Chuta, qui avait une boîte de prod, qui produisait notamment des épisodes pour la télé-réalité de Omotola Jalande, c'est une star de Nollywood. Donc, pour travailler sur ce type de projet. Et ensuite, en 2013, je reprends un cursus en com dans une école qui s'appelle ISEFAC à Paris. Et j'ai gradué en bac plus 5 dans cette même école en octobre dernier. D'accord. En octobre dernier, donc en octobre 2015. Entre-temps, durant ma formation scolaire, notamment quand j'étais au Césacom, donc en 2011, j'intègre la rédaction du magazine Roots. Donc un magazine qui sort toujours 4 fois par an à destination des Afro-Caribéens, basé en Île-de-France, parce qu'on distribue 10 000 exemplaires papier en Île-de-France. Et puis, il y a une version en ligne, c'est un magazine gratuit. Et au début, je m'occupais de la pub, en fait, de ramener des annonceurs. Et ensuite, je passais à la com. Et ensuite, j'ai terminé comme responsable éditorial. Donc, qu'est-ce qu'on met dans telle rubrique? La rubrique mode, la rubrique culture, la rubrique business. Donc, c'est ça mon métier, en fait, d'être un peu fil d'orchestre. Toujours avec une volonté pour moi, en tant qu'à l'époque, en 2011, quand j'ai commencé chez Roots, d'une Africaine qui se pose des questions sur son histoire. Donc, ça, c'est intéressant parce que tous les questionnements que je pouvais avoir, c'était des questionnements que d'autres personnes pouvaient avoir et on devait leur répondre en fait. Donc c'est sympa et je suis restée là-bas jusqu'en juin 2014. Et c'est à ce moment, et en juillet 2014, Le Monde m'a contacté, mon responsable Serge Michel, pour intégrer leur nouveau projet, Le Monde Afrique. Donc j'avais pas une formation spécialement journalistique, mais mon responsable qui avait entendu parler de moi et qui me suivait, avant de me contacter, il trouvait que j'avais les bons sujets. Et que la seule chose que je devais apprendre à faire, c'était de les anglais au maximum. D'accord. Anglais, un sujet, c'est se dire qu'aujourd'hui, on peut dire
il y a de plus en plus de personnes qui rentrent s'installer en Afrique. Ouais. Ça, c'est un sujet hyper vague. Mais est-ce qu'on va choisir de suivre pendant un mois une personne qui rentre pour comprendre un peu son questionnement? Donc ça, c'est un nom qu'on choisit. Donc écrire via le regard de la personne qui rentre. Est-ce qu'on choisit de regarder en extérieur pour dire, et de prendre une zone, donc l'Afrique centrale, comment ça match et comment les anglophones réagissent notamment, ou les francophones réagissent. Donc mon responsable trouvait que oui, tu sais plutôt écrire, tu as la bonne idée, maintenant il faut juste que tu angles au maximum pour arriver à captiver un lecteur du début jusqu'à la fin. D'accord. Au début j'avais un peu peur, je me suis dit c'est le monde, mine de rien, toute une image quand même assez forte, et puis avec 2-3 personnes de mon entourage qui m'ont motivée, je me suis dit écoute, c'est une bonne expérience, vis-le, et puis c'est toujours l'occasion de pouvoir entre guillemets infiltrer des endroits où il n'y a pas beaucoup de noirs, où les noirs n'est pas écoutés, et voilà. Justement, c'est bien que tu parles de ça, le fait que j'allais te poser la question, comment les gens avec qui les collaborateurs du Monde avec qui tu travailles ont perçu le fait que toi tu arrives avec ton jeune âge, que tu sois noir, parce que je ne sais pas du coup si dans cette plateforme du Monde Afrique, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes femmes ou femmes déjà noires et de couleur noire, enfin on va dire, comme on aime bien nous dire ici, issues de la minorité. Ok. En fait, le Monde Afrique on a les mêmes bureaux qu'au monde. Hein. Il n'y a pas vraiment de... Enfin, quand on se croise, on sait tous qu'on est journalistes dans la même maison. Pour des raisons importantes, on a mis en avant le Monde Afrique, mais il y a le Monde Éco, il y a le monde des livres, il y a le monde des sciences, et au final, il n'y a pas de différenciation entre un journaliste du Monde Éco ou du Monde Afrique. C'est exactement la même chose. On a les mêmes cahiers, on a les mêmes pages dans le journal, on a la même implication. Au monde, en tout cas, on est 3 noirs. Dans tout le monde, tu veux dire, ou juste au Monde Afrique? Non, au monde. D'accord. Et notamment, les 3 noirs sont dans le Monde Afrique. D'accord. Ça fait pas beaucoup, hein? Ça fait pas du tout beaucoup dans une rédaction, dans un journal où il y a beaucoup de journalistes. Et oui, ce qui est intéressant, c'est de te dire qu'il a fallu attendre quand même qu'il y ait le Monde Afrique pour avoir des noirs, sachant qu'il y a beaucoup de noirs qui sont journalistes, plutôt bons, ici en France, et qui sont naturellement cantonnés, soi-disant, à toujours se tourner vers... soit vers le continent, je suppose. En tout cas, mes collègues qui couvrent le Monde d'Afrique, ce sont des personnes qui, de toute manière, travaillent déjà dans les médias africains. D'accord. Donc, on a été recrutés ou repérés parce qu'on évoluait dans ce domaine-là. Mais oui, après, je pense qu'on pourrait... le journal aurait pu mieux faire. Mais, par exemple, je sais qu'il y a une journaliste noire d'origine... Une noire, mais française, parce qu'elle est... Elle est antillaise, Gladys Mariva, qui écrit pour le journal depuis un moment, et sur tout ce qui est littéraire, au monde des livres. Donc, Gladys Mariva. Mais c'est vrai que dans la rédaction de base, tous les jours, il aurait fallu avoir des noirs pour éviter certaines choses, certaines erreurs. Mais c'est valable du Monde, c'est valable pour le petit magazine qui s'appelle Public, c'est valable pour un Gradia ou un Glamour. Hein. Tout à fait. Et toi, justement, est-ce que tu te permets... ou quand il arrive ce genre d'erreur, que tu vois que là, l'article est écrit, ça va pas là. On nous stigmatise, ou ça n'a carrément rien à voir avec ce que nous, représentants de la communauté afro à Paris, pensons. Est-ce que tu te permets, toi, du coup, on va dire, entre guillemets, de recadrer? Ah, mais oui. Enfin, je sais pas, mais les gens qui me connaissent savent. Enfin, je veux dire, oui. Ah non, mais c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Mais c'est marrant parce que les gens à l'extérieur ont toujours l'impression que, je prends mon cas à moi, que je suis supposée être la noire de service. C'est ce qu'on disait d'Omar Sy. Il travaille chez Canal+, son service après-vente, c'est le noir de service. Mais c'est marrant parce que les gens voudraient que vous partiez du Monde, mais ils sont les premiers à postuler pour avoir votre place. Oui, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans mon boulot, on n'est pas obligé de tweeter pour dire... Alors, j'ai dit au directeur de rédaction que cet article n'était pas bon. Mais si on me parle de Guinée-Conakry, on se trompe entre la Guinée-Conakry et la Guinée équatoriale, oui, je dis à mon collègue journaliste qu'il y a une erreur. Mais ce n'est pas spécialement un journaliste du Monde Afrique, c'est pas un journaliste de la rédaction qui s'intéresse juste au continent. Si le Monde Éco me dit que le Nigeria est un pays entre guillemets en déclin, je dis mais non, tu peux pas me dire ça, alors qu'aujourd'hui en termes de culture, si tu regardes Hollywood, c'est un pays qui se bat, tu as une génération de Nigérians qui rentrent de plus en plus, ce qu'on appelle les ripates. Donc oui, et puis je pense que ce qui est intéressant en tout cas au journal, c'est qu'il y a vraiment un échange.
Si une personne du monde éco ou du monde des livres veut faire quelque chose sur l'Afrique, il va venir nous en parler, pour nous demander des conseils, si on a des contacts, s'il peut un peu ouvrir son champ de vision. Mais oui, notre travail, en tout cas mon but en tant que noir, c'est de dire que quand c'est pas bon, c'est pas bon. Quand le M Magazine fait un spécial beauté qu'il n'y a pas de femmes noires, je vais au front. Et si on me demande de me tourner vers une personne qui a travaillé sur ce dossier, j'envoie même la personne qui a travaillé sur ce dossier en lui disant que on peut pas parler de beauté, de faire un spécial beauté sans mettre des femmes noires. Et si on me dit qu'on a fait un spécial Afrique en 2013, je dis aux gens que maintenant, les femmes noires qui vivent en France, elles ne sont pas spécialement qu'africaines. On ne va pas toujours attendre un numéro spécial Afrique pour voir des noirs dans ce magazine. C'est aussi ça. Et puis au fur et à mesure, les choses bougent, j'espère en tout cas. Et tu es écouté, enfin tu sens toi que tu es écouté? Ah oui, oui, je suis écoutée parce qu'il faudrait, moi, mon responsable, qui est blanc et suisse, Serge Michel, si moi je vais au front vis-à-vis d'autres collègues, il me soutient. D'accord. Il comprend. Et c'est ça que je trouve génial. C'est qu'en tout cas, dans notre service, le Monde Afrique, et moi notamment, parce que j'ai vraiment une image d'une jeune, de la jeune génération, d'une personne assez connectée. Donc, les gens, ils prennent beaucoup mon avis en considération. D'accord. Mais après, chacun est libre de faire ce qu'il veut à la fin de la journée. Oui, tout à fait. Mais du coup, t'as pas eu de moment, on va dire, entre guillemets, où tu t'es senti un petit peu mise en danger, peut-être? Ou des moments de doute en te disant, ah, comme je suis peut-être la plus jeune, je pense que tu dois être la plus jeune de la rédaction, je suis peut-être la plus jeune, est-ce que les gens vraiment m'écoutent? Est-ce que les gens vraiment prennent en considération ce que je dis? Ou c'est oui, ok Diane, on a compris, ça rentre ici et puis ça sort de l'autre côté? Non, il n'y a pas vraiment... Je pense que les gens qui m'entourent sont assez impressionnés par mon degré de maturité. Il n'y a pas vraiment d'âge. On va dire, ah, mais Diane est à tel âge, mais après on squeeze. Parce que concrètement, quand je suis face à un confrère, c'est mon confrère. Il n'y a pas qu'il est plus jeune ou il est plus vieux. Et c'est ça qui est intéressant. Après, il y a des gens qui ont des grands égos. C'est un fait, que ce soit avec moi plus jeune ou avec un autre. C'est parce que voilà, ils ont 20 ans de maison, ils ont fait les plus grands reportages, donc ils ne peuvent qu'avoir un grand égo, en tout cas d'après eux. Mais je n'ai jamais eu l'impression d'être en danger, en fait. Parce que de toute manière, je pense que si je suis là, c'est parce qu'il y a une raison. Je pense que si je n'étais pas bonne, j'aurais pas en tout cas passé autant de temps au journal. On n'est pas obligé d'être ami avec tout le monde, on n'est pas obligé d'être aimé par tout le monde, mais on doit avoir des convictions. Encore plus quand on est noir, qu'on est jeune, parce qu'on représente une jeune génération, d'une part. Et puis, après moi, il y a 15 millions de journalistes noirs qui vont arriver. Il faut leur donner la place, il faut que les gens comprennent que si on est là, on n'est pas là pour faire des toutous. On est là parce qu'on a des convictions, parce qu'on connaît notre communauté, parce qu'on sait on sait de quoi ce qu'on dit en tout cas à l'extérieur. Moi étant africaine camerounaise, je vais beaucoup être sur les réseaux sociaux pour comprendre un peu ce qu'on dit sur le journal. Et s'il y a un problème de titre, je remonte l'information, je dis le titre là il est pas bon. Et on corrige. Après, le racisme ordinaire, c'est partout, pas que dans une rédaction d'un journal, mais dans l'espace dans lequel on vit. Des fois, des confrères ne se rendent pas compte de certains termes qu'ils utilisent parce que pour eux, c'est pas... Enfin, pour eux, ils contextualisent. Mais c'est banal, en fait. Si on présente un personnage politique, on dit, portant son boubou avec ses lèvres charnues, un ton autoritaire, on veut décrire peut-être une femme politique noire, mais c'est déjà catégoriser une femme noire en disant qu'elle porte un boubou, qu'elle a des lèvres charnues, donc on la sexualise et puis elle est dure. Non, moi je dis pour moi, c'est pas possible, il faut changer l'attaque de ce papier. Ils vont me poser la question, mais pourquoi, comment? Et en leur expliquant, on change l'attaque du papier. Parce que si je me sens offusquée, il y a 15 millions de personnes qui se sentiront offusquées, et notre objectif, ce n'est pas ça. D'accord. Je sens un certain essor, on va dire, un certain renouveau, ou un certain, on va dire... il y a une certaine force dans la communauté noire actuellement. Je sens qu'il y a beaucoup de choses qui se font pour mettre en avant la communauté noire. Est-ce que toi, tu ressens les mêmes choses? Est-ce que toi, tu vois ça au travers de tout ce que tu as fait et au travers des gens que tu côtoies au fil des temps? Oui. Bon, après, moi, je suis passée de l'étape... on fait beaucoup de choses, mais à une étape où, au final, que vaut ces choses qu'on fait? Comment on arrive à peser dans une société?
récemment, quand on a une ministre qui utilise le mot nègre et que des Noirs de France vont au front et que une bonne partie des Noirs de France disent « Ah non, 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 stop l'auto-victimisation », j'ai envie de dire à quel moment toutes les initiatives qu'on fait, que ce soit des médias comme Nos Filles, Noires et Fières ou Negro News, à quel moment toutes ces initiatives qui sont mises en avant ou la tienne, bah, à un moment, quand il faut maintenant se réunir pour dire aux gens « Non, le mot nègre ne doit pas être utilisé », bah, au final, il n'y a plus personne parce qu'on a toujours l'impression qu'on se plaint. Mais comme on n'a pas de même voix, comme on est... Comme... Bon, on n'arrive pas à peser, en fait. Il y a pas... Je dis souvent, en fait, je discutais avec une amie, je dis, en fait, les Noirs, on n'a que des réussites personnelles. On n'a pas une vision commune, on ne réussit pas ensemble. C'est des gens, c'est une personne qui réussit. Et on dit, waouh, la personne, elle a réussi, mais il n'y a pas un moment où on voit un groupe de personnes ensemble, noirs, qui disent, on a réussi ensemble. Parce qu'on avait un même but, on avait une même vision, on avait le même rêve. De la même manière, on veut créer un rêve africain en Afrique, c'est la même manière où peut-être les Noirs devraient créer une sorte de rêve, en tout cas, je sais pas, afro-français. Ou comment, voilà, quelle est la place aujourd'hui d'un Noir, quelle sera la place d'un Noir africain ou antillais en France dans 20 ans? Et comment on construit ça? Parce qu'au final, quand on lit des bouquins de Frantz Fanon, on se rend compte que ce qu'il vivait il y a une quarantaine d'années, c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. Enfin, il faudrait vraiment se poser des questions et se poser des questions en tant que... Est-ce qu'aujourd'hui, quand je vis en France, je suis une Camerounaise ou je suis une Française? Et si je me sens Camerounaise, comment en tant que Camerounaise j'évolue dans une société française? Enfin, il y a des initiatives, il y a un engouement. Je vois beaucoup de gens qui sont de plus en plus fiers de leur culture, qui s'inspirent justement des racines de leurs parents, comme la marque que tu portes, hein, où la créatrice s'inspire des origines, je crois, mauritaniennes de sa famille, et puis son côté aussi parisien, elle comprend qu'à Paris, on aime la hype. Mais la hype ne suffit pas. Il y a une différence entre un engouement concret et puis un peu la hype, parce qu'on dit que l'Afrique c'est chic, donc quand tu es africain, ben, tu veux faire genre, ouais, je suis africain, on écoute la faux trap, on danse le coupé décalé, c'est chic, choc. Non. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour s'assurer qu'on a une place où on est respecté en France? Qu'est-ce qu'on fait si on a des initiatives comme moi tournées vers le continent pour dire concrètement, il y a visité l'Afrique, mais qu'est-ce que je fais en Afrique? Enfin, je veux dire, si je vais à Paris et que j'ai un site qui parle de tourisme en Afrique et que je bois mon thé et qu'au final, je ne sais pas, je ne comprends pas les problèmes d'infrastructure, les réalités, d'avoir l'électricité, ben, je peux pas... Mon site sera toujours tourné vers la diaspora ou tourné vers des non-africains. Il faut que je vive peut-être localement pour comprendre que, en fait, quelqu'un qui vit au Cameroun, il n'a pas envie de faire Douala Yaoundé parce que l'axe lourd est le plus dangereux sur Terre. Et qu'au final, il ne va pas prendre la route pour aller mourir sur le chemin parce qu'il veut aller visiter. Visiter quoi? À la fin de la journée, on veut vivre. Mais si je ne suis pas localement en train d'observer ça, je n'irai nulle part. Si je ne sais pas que d'Abidjan à Korogo, la route n'est pas bonne, je ne vais pas comprendre pourquoi le tourisme n'évolue pas. Et c'est parce que je serai là présente à mon niveau, en tout cas, avec Visiter l'Afrique, que je dirais, ah oui, Visiter l'Afrique, ça peut exister, mais si l'État ne prend pas les choses en main, sur tout ce qui est infrastructure de base, la route, l'eau, l'électricité, ben, il n'y aura jamais de touristes en fait. Et même l'Ivoirien de base n'ira pas voyager, je ne sais pas, à Abidjan, à Korogo, à Daloa ou à San Pedro. Donc oui, des initiatives, c'est bien, les gens veulent de plus en plus faire des choses, des chaînes YouTube se créent, où les gens encore voyagent parce qu'ils veulent être ouverts d'esprit, mais concrètement, il faut de l'impact, il faut des choses concrètes. Quand des médias naissent aujourd'hui pour mettre en avant les afro-descendants, mais qui copie-collent le contenu que des blancs écrivent, je me dis, mais mon coco, il y a un problème. J'ai eu cette conversation avec certaines personnes qui ont des médias, en tout cas en France. D'ailleurs, leur média n'a pas de valeur, parce que même si un investisseur voulait investir, quand il va cliquer, il va voir article du Parisien, article du Monde. Il dit, mais quel est l'intérêt pour moi de te soutenir, de mettre l'argent dans ton projet, si tu copie-colles d'articles des autres? Quel est l'intérêt de nous dire que tu veux représenter l'Afrique qui bouge, les Noirs de France qui font des choses, si toi tu vas copier-coller ce qu'un blanc allait faire? À quel moment en fait, on donne de la valeur à notre contenu? À quel moment on donne de la valeur à notre travail? Ensuite, on a des cultures chez nous où on se cache. C'est très bien. Mais moi, quand je vois qu'un des DIRCOM, en tout cas, je crois, d'Orange, est un Sénégalais, je me dis qu'à un moment, il faudrait peut-être que mon frère sénégalais se lève pour dire qu'il existe. Parce qu'au final, on n'est pas visible dans les médias. On n'a que Internet aujourd'hui où on a besoin de voir ces personnes qui nous disent, écoutez, je ne suis peut-être, vous me voyez peut-être pas à la télé, mais concrètement, je struggle derrière, je hustle. J'ai réussi à aller chez Orange parce que voilà, l'ancienne rédactrice en chef de France 24 était nigériane. On n'était pas au courant. Récemment, on découvrait que la personne qui faisait des applications chez L'Oréal était nigériane. Il y a des gens, il y a des Noirs qui font des choses et à un moment, il faut que ces Noirs comprennent qu'on n'a pas de visibilité sur les médias. Et
on a besoin qu'ils nous disent les choses, qu'on peut y croire, qu'on doit rêver et qu'on peut réussir. Donc, quelle serait pour toi la bille qui serait la plus impactante? Comment pouvoir faire? Bah, je pense que tu fais déjà tout ce qu'il faut. Je veux dire, notamment, enfin, le fait de nous montrer des profils, des gens qui rêvent, qui imaginent et qui concrétisent en tout cas ce dont auquel ils ont rêvé, bah, c'est déjà un plus en fait. Il faudrait beaucoup d'initiatives comme ça. Et il faudrait que les gens comprennent que des fois, il faut commencer petit, tout en voyant grand. On n'a pas besoin de faire un truc grand et puis finalement, au bout de 2-3 mois, il n'y a plus rien. Doucement, doucement. Malembe, malembe. Malembe, malembe. Voilà, c'est pour ça que Fally, mon chanteur préféré, D'accord, du coup, on va revenir un peu à visiter l'Afrique. Donc, vous êtes un groupe de femmes. Il n'y a que des femmes. Il n'y a que des femmes. Le Girl Power. Girl Power. Est-ce que tu peux un peu présenter tes associés, collaboratrices, je ne sais pas comment tu les appelles, ou ton crew, je ne sais pas comment vous vous appelez. Ce sont mes sœurs. Tes sœurs. Ce sont mes sœurs que je ne connaissais pas, que j'ai connues via le site. Je tiens à le dire. Des fois, les gens pensent que j'ai appelé mes copines. Jamais. Je ne les connaissais pas. Aucune. Donc, il y a Alphée. Edwige Adimi au cas où qui s'occupe Alphée Edwige Adimi qui s'occupe du contenu, donc dès qu'il y a des articles qui montent, c'est elle qui les met en ligne, les photos, elle vérifie, on fait vraiment attention à tout ce qui est copyright chez nous, et si aussi la qualité des articles, c'est pas quelqu'un qui travaille dans un ministère du tourisme qui nous envoie un peu tout et n'importe quoi pour faire la propagande sur un état. Ensuite on a Edith Tiale Kadji qui tu prononces bien. Voilà, Tia Le Kadji qui s'occupe des ambassadeurs, de trouver enfin là on en a 23 donc dans 14 pays, mais de trouver des gens qui localement nous remontent des informations. C'est elle qui crée des relations entre eux, c'est notre pont en fait, c'est elle qui dit voici ce qu'il y aura sur visiter l'Afrique, là on prévoit de faire voyager certains de pays enfin de faire un échange entre pays, c'est elle qui s'en occupe, de les rassurer aussi sur les questions, tout ce qui est aspect financier aussi, c'est elle qui s'en occupe parce que les ambassadeurs sont rémunérés. Ils font 5 contenus par mois avec des photos, donc à un moment il faut qu'ils gagnent leur vie, sinon ils sont plus motivés. Et puis pour ceux qui sont africains, ils savent comment ça commence. Ils sont tous motivés au début. C'est ça. Mais s'il n'y a pas d'argent là, il n'y a plus rien derrière. Voilà. Ensuite, il y a Silla et Jessica Sagou qui s'occupent de la web TV. Donc on n'a pas encore mis ça en ligne, mais ce sont des vidéos qu'on fait sur le continent. C'est différents types de vidéos. Il y a des vidéos sur la destination, il y a de la vidéo sur des personnes que vous allez rencontrer. Par exemple, au Sénégal, on a suivi un chauffeur de car rapide, parce que c'est intéressant. On sait que quand tu arrives à Dakar, notamment, la première personne que tu es amené à voir, c'est lui. Si tu ne connais pas Dakar, en ayant vu la vidéo de visiter la ville, tu te dis ah oui, c'est le mec là, il fait ça. Peut-être qu'il va aller manger là chez Lucia, peut-être. Et tu es plus rassuré. Parce que tu connais la personne qui est derrière. Pareil, au Cameroun, on a tourné avec une call boxeuse. Donc, c'est la personne qui te recharge le crédit. Ok. On sait que quand tu prends ta puce là, chez un grand opérateur, à un moment, ton téléphone, là, il faut que tu appelles. Tu t'arrêtes chez la call boxeuse. Mais ça me fait d'avoir fait 24 heures dans la vie de la call boxeuse. Tu comprends que quand elle se lève le matin, elle se lève à 5 heures. Et elle gère des deals avec différents opérateurs. Elle gagne peanuts. Rien du tout. Elle amène son enfant à l'école. Elle fait à manger. Entre-temps, une fois que tu es au travail, elle essaie de prendre une petite pause pour aller faire les courses, qu'elle mette derrière son KGB là. Et puis voilà, à 18h, 19h, tu vois comment elle a terminé de faire son hustle, donc son travail. Elle rentre avec ses courses et tu vois comment elle cuisine à ses enfants, comment elle discute avec ses enfants. Et là, au final, quand tu donnes 1000 francs, tu te rends compte que cette personne, elle touche peut-être 50 francs CFA. Mais 50 francs CFA lui permettent d'envoyer ses enfants à l'école, ce genre de choses. Donc, c'est comme ça qu'on personnalise aussi une destination, en créant du lien. Ensuite, il y a Clémence qui s'occupe de tout ce qui est réseaux sociaux. Surtout que là, maintenant, on a une nouvelle version qui est anglophone. Donc, il faut qu'on aille captiver cette audience anglophone, échanger, interagir avec elle. Il y a Léna qui s'occupe de la communication, tout ce qui est partenariat. Là, on a eu un partenariat avec le plus gros festival de musique de Lagos, le Gidi Fest, en mars dernier. D'accord. Et puis, on est partenaire, on fait partie des partenaires officiels de la Biennale de Dakar, qui est un événement majeur de l'art, enfin l'événement majeur même de l'art africain francophone et un des top 5. Donc c'est bien pour nous, ça soit une image, une crédibilité et ça nous encourage à faire encore mieux. Donc c'est elle qui va aussi, enfin on fait voyager aussi beaucoup de gens maintenant sur le continent, on essaie. Donc Léna, son travail va être de trouver les personnes qu'on va faire voyager, nous expliquer pourquoi ces personnes, c'est généralement des personnes qui soit savent faire de belles photos, soit ont une vraie communauté, donc pour nous c'est intéressant. Avec Alphée qui s'occupe du contenu, Alphée va lui dire écoute, par exemple le 14 février c'est la Saint-Valentin.
les gens vont se poser la question, à partir de décembre, de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour le 14 février ou novembre. Donc il est impératif qu'en novembre, tu envoies un couple qui vit une expérience, ou deux couples dans 2-3 zones d'Afrique, qui créent du contenu, que moi je mettrai en ligne, ça sera en face. C'est comme ça qu'on interagit. Si Clémence, qui s'occupe des réseaux sociaux, remarque que, par exemple, les gens sont interloqués par des fraises du Burkina, des fraises du Burkina Faso, c'est ce qu'on a remarqué récemment. Dans le magazine papier qu'on va sortir, c'est un de nos projets en septembre-octobre prochain, on a commandé un reportage sur les fraises du Burkina, parce que les gens se demandent, mais au Burkina Faso, il y a des fraises. Je ne mais savais qui même pas mange qu'il y avait ça? des fraises au Burkina. Qui mange ça? Pourquoi ils sont grosses comme ça là? Donc on prend la filière en fait, de qui produit et qui mange et qui consomme. Enfin, qui consomme et qui vend. Donc oui. D'accord. Donc et c'est moi une qui équipe. fais Toi, tu es chef d'orchestre avec ta baguette magique. Je m'assure que ça glisse. Donc, du coup, il n'y a que des femmes. Des femmes de plusieurs, je pense, de différentes origines. Oui, Côte d'Ivoire, Bénin, Sénégal, D'accord. Cameroun. Bien entendu. Quand même. Est-ce que du coup, pour rebondir un peu sur ça, le fait que vous soyez des femmes, des jeunes femmes, est-ce que tu peux me dire, pour toi, qu'est-ce que représente une belle femme? Moi, Quelle est, toi, ta définition d'une belle femme? moi, voilà. Ah, quelqu'un toi, comme moi. Diane Audrey, Voilà. Diane Audrey Gacko, C'est ça, en quelqu'un personne. comme moi. Non, une belle femme, c'est une femme qui est libre. Mais libre, c'est très vague, mais libre de faire ce qu'elle veut, de faire ce qu'elle aime, qui est épanouie, qui est fière de ce qu'elle est et qui n'attend pas l'approbation des gens pour s'aimer, pour vivre. Je pense que des fois, on oublie de faire ce qu'on aime, on oublie d'être qui on est et on tend plutôt à écouter ce qu'on est supposé être. Je sais que moi, j'ai souvent eu ce problème, c'est que les gens ont une image de qui je suis, de ce que je dois être. Quand tu dis les gens, tu parles plutôt de tes parents ou Non, en général, en fait. Quand je d'accord. rencontre des gens, ils ont l'impression que je vais être la prochaine Oprah, que je vais être ceci, cela. Au final, la question c'est que est-ce que je veux vraiment être une Oprah? Est-ce que je veux vraiment être une média mogul, c'est-à-dire, enfin, une média mogul? Ouais. Ou est-ce que je veux être simplement une nana qui va former la prochaine génération de leaders en créant une école? Enfin, au Cameroun notamment, est-ce que c'est peut-être ça que j'ai envie de faire, mais on écoute tellement ce que les gens pensent qu'on doit être, qu'au final, on fait des choses et puis au final, on n'est pas spécialement heureuse. Et puis, tu as besoin à un moment de t'asseoir et de te dire, mais est-ce que ce que je fais, c'est vraiment ce que j'aime? Est-ce que ça m'anime? Est-ce que ça me rend heureuse? Est-ce que ça me sent épanouie? Est-ce que je suis épanouie? Est-ce que quand je rentre, je suis pas toujours fatiguée? Est-ce que je suis pas blasée à mon jeune âge? Être belle, c'est naturellement peut-être aussi physique. Hein. Je sais pas si... Moi, j'ai une philosophie, c'est faire ce que j'aime. Être heureuse. Je vis pour être heureuse, en fait. C'est ce que je dis toujours aux gens, c'est que je ne pense à rien d'autre qu'être heureuse. Peut-être que des fois, il faut être profondément malheureuse pour savoir la chance qu'on a qu'on est heureuse. Et moi, je vis que pour ça. Vivre que pour ça, c'est peut-être mettre mon rouge à lèvres Ruby Woo, c'est voyager, c'est rencontrer des gens, c'est... Non, pour moi, en fait, ouais, être belle, c'est peut-être donner envie aux gens de croire en eux. Je crois pas à la beauté, je crois au charisme. Je sais pas si je suis belle, mais je pense que j'ai du charisme. Tu en as. Je peux te le confirmer. Et tu as aussi de la beauté, donc tu es aussi belle. Comme les gens aiment bien décrire qu'une belle femme, mais tu as aussi cette beauté intérieure qui fait que quand on te voit, on sait que Diane Audrey est là. Donc voilà, moi je sais pas. Moi je suis pas. Des fois il y a des gens que tu vois, tu dis. Enfin, si on parle que de l'aspect physique, elle est belle. Ouais. Mais elle est belle et puis, ouais. Elle est belle. Il y a aussi ce qu'on appelle les beautés froides, donc finalement qui nous donnent pas. Voilà. Elles sont belles, effectivement, mais il n'y a rien derrière. Il n'y a rien juste de la beauté. Mais je sais pas, il y a des femmes qui sont physiquement, on considère qu'elles sont pas spécialement belles, mais qui ont un tel charisme qu'on est obligé de les regarder. Et finalement, on se dit, ah ouais, elle est belle. Donc on peut dire que visiter l'Afrique est composé de 5 belles femmes. Oui, de 6 belles femmes, non? J'ai dit 6 belles femmes. De 6 belles femmes. De 6 belles femmes incroyables que je ne connaissais pas, mais qui chacune m'ont montré une envie de s'aventurer dans ce projet. Il y en a qui sont là depuis 1 an et demi déjà, et qui sont tout autant passionnées que moi. Et je me dois chaque matin de me battre pour elles. Et c'est ça que j'adore. Quand j'ai des filles de mon équipe qui sont prêtes à mettre je ne sais combien d'euros
dans le projet, juste pour, parce qu'ils estiment qu'il faut être là à un endroit, il faut qu'on envoie une personne et qu'il n'y a peut-être pas le budget pour faire partie d'une personne de l'équipe et qu'elles se disent, ah non, 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 on met les sous ensemble, on fait partir X, je ne sais pas, au Cap-Vert parce qu'il faut qu'on y soit. Je trouve ça intéressant parce qu'elles ne sont pas obligées. Ouais. Ça veut dire qu'elles y croient et qu'elles sont à fond. Et j'ai vraiment une chance, vraiment une bonne équipe et je suis très très fière de l'équipe qu'on a. Et je ne l'ai choisi que par instinct. J'en ai rencontré plusieurs, mais quand mon instinct me dit non, je ne vais pas à l'encontre, même si tu as un bon CV. Mais par contre, quand tu me renvoies un bon feeling, c'est souvent des gens que j'ai souvent observés, j'ai suivi, je me dis ah ouais, why not? C'est bien, mais comme quoi ton instinct ne t'a pas trompé encore pour l'instant. Pas encore. C'est Pas bien. encore, pas dans mon équipe. Et j'espère qu'il ne te trompera pas. J'espère aussi. On va revenir un peu sur l'entrepreneuriat, parce que visiter l'Afrique, ça va, enfin, je pense, je sais pas si c'est l'est déjà, mais ça va devenir en tout cas une entreprise si ce n'est pas encore le cas. Donc comment tu gères? Parce que là, justement, tu parlais des histoires de budget, ou quand il n'y a pas assez de budget, donc vous mettez la main à la poche, je pense. Comment tu gères, toi et ton équipe, comment vous gérez cet entrepreneuriat au féminin? En tout cas, aujourd'hui, visiter l'Afrique, c'est une SASU. Une SASU? Une SASU, SAS. D'accord. Enfin, une SASU. Ouais, ça, c'est le terme trop compliqué. Bref, c'est une entreprise, en tout cas, naturellement, à but lucratif. De par ma profession, en tout cas au journal, j'ai pas voulu et je ne souhaitais pas, avant en tout cas, d'en faire un business. Genre, parce que j'ai une éthique, j'aime mieux faire les choses étape par étape. Aujourd'hui, nous, on doit juste créer du contenu et mettre en avant les destinations africaines. L'idée n'est pas, en tout cas, durant le fait d'être, en tout cas, être au monde, voilà, je veux pas avoir de l'argent je sais pas, de grosses boîtes dans le tourisme parce que c'est pas bon pour mon éthique professionnelle. Mais aujourd'hui, quand on parle de mettre l'argent dans la pâte, c'est plutôt de se dire que s'il y a un festival de musique au Cap-Vert, il faut qu'on y soit parce que nos lecteurs, les internautes ont besoin de savoir qu'au Cap-Vert, il y a des choses. Donc, dans ce cas, il faut investir. Si on estime que les États, parce qu'on se fait inviter dans des pays par des États, vont se retrouver dans un grand centre de tourisme en Espagne, il faut naturellement qu'on paye le billet et le logement d'une personne pour y aller. Parce qu'il faut qu'on se fasse connaître et qu'on ait aussi de la valeur auprès des États, donc qu'on puisse leur faire des recommandations. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Si on parle juste de tourisme comme ça et que localement on ne sait pas de quoi il s'agit, enfin, c'est-à-dire les routes, l'eau, l'électricité ou encore l'accès à Internet, pour nous, notre site ne peut pas évoluer. Donc on a besoin d'avoir des relations aussi proches avec les États. Maintenant, visiter l'Afrique, derrière, on a notre boîte, en tout cas, crée du contenu. Donc, écrit, filmé, photo. On a fait partie, par exemple, Guillaume Flandre au Congo-Brazza et au Sénégal, à Dakar, à Gorée-Saint-Louis. Donc, il a fait des photos que nous, qu'on garde, en fait, dans une sorte de base de données. Et ensuite, si le Sénégal a besoin de ces visuels, on les leur vendra. Si un hôtel a besoin d'un visuel de Dakar, par exemple, parce qu'ils sont à Dakar, on leur vendra cela. Mais sur le site, il y a très peu de pubs parce que je voulais quand même qu'on mette en avant d'abord les destinations. Le site n'est pas censé nous faire gagner de l'argent, mais c'est censé potentiellement, si on fait bien notre travail, attirer les gens à soi pour qu'on crée leur contenu, c'est-à-dire peut-être travailler pour visiter le Sénégal, qui est le site de l'office de tourisme sénégalais, pour créer du contenu sur la destination Sénégal, ce qu'on sait déjà faire. Ça doit être ça notre cœur de métier, notre force en tout cas, et pas que vous arrivez sur le site et puis il y a 15 millions de pubs, quoi. C'est horrible, hein, les sites comme ça. Enfin, gagner de l'argent pour gagner de l'argent, c'est pas intéressant. Surtout quand, je pense qu'aujourd'hui en Afrique, il y a tellement eu de mauvaises images, de mauvais écrits, qu'aujourd'hui, nous, notre rôle chez Visiter l'Afrique, c'est de contrebalancer. Il faut remonter de la bonne image pour trouver une sorte d'équilibre. Mais en tout cas, je compte m'y mettre à fond dans 4 mois, à 100%. Ça veut dire que le modèle économique a déjà été pensé derrière, mais ça tourne autour de ce que je disais, développer, créer du contenu. Créer du contenu pour des magazines. Si le magazine d'Air France par la suite a besoin de faire un spécial Sénégal, ou le magazine de Turkish Airlines, ils peuvent prendre leurs journalistes, mais ils peuvent aussi nous demander à nous de faire le travail. Et nous, on le fera avec plaisir. Tu dis dans 4 mois, qu'est-ce qui va se passer dans 4 mois?
Dans 4 mois, je vais m'installer, je rentre sur le continent. Je vais visiter l'Afrique. Tu vas visiter l'Afrique en réel? Enfin, Définitivement. tu l'as fait déjà plus d'une fois d'ailleurs. Ouais, définitivement. D'accord. Définitivement. Et qu'est-ce qui t'a poussé à rentrer? Des convictions. Je suis très proche de mon père qui a fait des études d'aéronautique ici à Toulouse, et qui est rentré au Cameroun avec des convictions, l'envie de changer les choses. Est-ce qu'il les a changées 30 ans plus tard? Je ne suis pas sûre, parce que le Cameroun et ses leaders n'ont pas spécialement une volonté de voir le Cameroun émerger. Mais en tout cas, il a permis à des gens d'avoir des emplois, il a permis à des gens d'envoyer leurs enfants à l'école. C'est déjà pas mal en fait. Et ayant grandi avec un père comme ça et étant proche d'un papa comme ça, j'ai toujours voulu faire la même chose que mon père. Venir, apprendre, rentrer. Et partager après là-bas. Et partager là-bas. Et apprendre aussi surtout. Parce que je pense que ce qu'on apprend, le marketing qu'on apprend ou la communication qu'on apprend ici à Paris, c'est pas la même chose là-bas localement. Il faut s'adapter au pays. Il faut s'adapter, il faut comprendre. Oui. Au final, on est un peu déphasé. Je vois bien quand je rentrais au Cameroun en 2012, quand j'ai voulu rentrer, définitivement déjà en 2013, j'étais hyper émerveillée. Quand je rentre au Cameroun, là, comme récemment en janvier, je suis là fatiguée. L'énergie n'est plus la même, l'énergie d'euphorie. Puis je vais rentrer dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, je rentre dans quelques mois. Je suis déjà plus dure, plus fatiguée. Tu veux plus faire des compromis. Donc rentrer aussitôt quand on est une femme, ça nous permet aussi de prendre le temps de... Enfin, quand on est une femme. Je suis une femme noire, camerounaise, avec certaines valeurs. C'est-à-dire que, bon, on va parler, tu as ton mari, tu as tes enfants. Là, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de mari, donc j'ai la possibilité de pouvoir me permettre de faire ce genre de choses. Si dans 2-3 ans, je suis maman et que j'ai un mari, il faudra penser avec le mari. Est-ce qu'il veut qu'on rentre? Est-ce qu'il veut pas qu'on rentre? Est-ce que c'est le bon moment et pas le bon moment? Et au final, tu t'oublies un peu. Ma force, c'est vraiment d'avoir des convictions. Je pense qu'à un moment, il faut arrêter de parler d'Afrique à Paris. Si tu ne peux rien faire, et je dis bien que envoyer l'argent au pays, ça ne change rien. Parce qu'au final, les gens ont beau envoyer l'argent, ça n'a jamais rien changé aux États. Vrai. Aujourd'hui, le problème, c'est le leadership, c'est en haut. Qu'est-ce qui se passe? Les gens qui sont en haut, leurs enfants rentrent constamment. Les gens qui ont beaucoup d'argent sur le continent, leurs enfants rentrent toujours. Parce qu'il faut maintenir l'empirisme. Mais les gens qui ont les bons projets, ils sont à Paris et ils débattent. Hier, je suis au restaurant avec des amis, on débattait. Je dis, mais vous voulez débattre de quoi? On est ici à Paris, on débat quoi? Qu'est-ce qu'on connaît? On ne peut pas dire que les gens ne se lèvent pas alors que les gens n'ont rien à manger. Alors que quand ils veulent se lever, là, on décide de couper la lumière pendant 3 semaines dans leur quartier. Comment la femme qui avait sa machine à écraser, va écraser pour les gens du quartier. Non, à un moment, il faut être juste en phase avec nos convictions. On a des rêves peut-être, mais on n'a pas de convictions. La jeunesse africaine n'a pas de conviction, parce que la conviction, ça veut dire aller se mouiller, aller au choc. Et je dis toujours aux gens que si je choisis de rentrer, c'est pas parce que je suis plus smart que quelqu'un d'autre. J'adore marcher à Paris, boire mon Starbucks, être dans une grande maison, ou bosser chez TV5, ou à la radio, je ne sais quoi. Moi, j'adore ça, être dans mon appartement. Et je dis toujours aux gens que le simple fait de marcher au Cameroun sans écouter ma musique, je veux dire, tu te promènes, tu écoutes la musique parce que tu as peur qu'on vienne t'agresser. C'est déjà un gros combat, c'est déjà un gros frein. Ça aurait pu être un gros frein pour moi. Parce que sinon, il fait chaud. Donc, le moment où tu peux me marcher là, c'est vers 20h. Sauf que nous, la nuit, là, quand il est 20h, tu sais, quand il est 17h, il fait déjà noir. Il est 20h, il fait très noir. Donc, le seul moment où tu pourras avoir un peu de l'air frais pour marcher, te promener, et tu es obligé de faire attention. Alors que quand tu marches ici en France, tu écoutes ta musique, tu t'enjailles, tu peux même danser là, à minuit, 1h, 2h, tu n'as pas peur. C'est ça. Donc, il nous faut plus de gens avec des convictions. L'Afrique a besoin de ses enfants, sinon on va se retrouver comme l'Angola, c'est-à-dire l'Angola, c'est maintenant la classe moyenne portugaise, de par son chômage, est rentrée s'installer en Angola. Et c'est les Portugais qui ont les plus gros postes. Et ils emploient les Angolais, ils leur parlent même mal. Ça va être la même chose. Quand en France, là, la classe moyenne va se rendre compte que son Eldorado est au Sénégal et au Cameroun, ce qui est déjà le cas en Côte d'Ivoire. Quand on va en Côte d'Ivoire, et vous vous retrouvez à avoir des non-africains, en tout cas, qui sont en haut et qui vous regardent en mode, mais tu ne sais pas de quoi tu parles. Et c'est la boucle. Voilà. Moi, je ne peux pas. Moi, je dois aller au choc. Parce que quand les gens vont venir là, je vais leur dire, vous êtes chez moi. C'est une bonne initiative. Oui, mais chacun trouve son créneau, chacun trouve son moment, mais il faut vraiment que les gens se posent la question de qui sont en tant qu'Africain, qui je suis en tant que Camerounaise. J'aurais pu rentrer en Côte d'Ivoire. Les gens pensent toujours que comme je suis souvent en Côte d'Ivoire,
bah, je m'installerai là-bas. Non, je n'irai pas m'installer en Côte d'Ivoire parce que c'est trop facile. Si aujourd'hui la Côte d'Ivoire s'active, c'est pas spécialement parce que oh, il y a des Ivoiriens qui sont rentrés. Moi, au-delà des Ivoiriens, c'est que la majeure partie des choses qui sont en Côte d'Ivoire n'appartiennent pas aux Ivoiriens. C'est vrai. Ça appartient aux Français ou ça appartient aux Libanais. Mm. C'est un fait. Mm. Donc oui, il y a plein de restaurants. Oui, c'est enjaillant. Quand tu es là-bas, tu as l'impression vraiment d'être à Paris ou à New York. Enfin, moi, j'adore Abidjan. Mais concrètement, on n'a pas de force. Et ça va être pareil avec le Cameroun si on ne fait pas, si on ne fait pas attention. Si je ne fais pas attention, c'est qu'on va se retrouver dans la même spirale. Mais est-ce que tu penses pas qu'il y en a qui ont essayé déjà et qui ont été justement bloqués ou freinés par ce que tu dis, le leadership, là, les gens qui sont là déjà depuis des années et des années Si, je veux dire que avancer les choses. Naturellement, si je demande à mon père, quand je disais à mon père que je voulais rentrer, mon père n'était pas le premier content, alors qu'il est rentré lui-même. Parce que c'est comme ça, mais il faut se battre pour ses convictions. Donc, les convictions, c'est ce qui t'anime, c'est ce qui te donne la force. Les gens aujourd'hui me voient dans plein de médias, tu viens chez moi pour m'interviewer, mais ils oublient qu'en 2009, je strugglais, qu'en 2004, j'ai créé mon premier blog. En 2004, c'est il y a 12 ans. Ouais, c'est vrai. Et les gens sont là, ah non, on la voit partout, on la voit partout. Non, quand j'ai créé mon premier blog, c'était en 2004. Quand j'ai créé mon blog qui était le plus connu sur MySpace, sur Blogspot, c'était DaCrunch en 2009, où je voyageais, où je racontais déjà ma vie, c'est-à-dire que j'étais une Camerounaise qui vivait en France, qui allait s'installer aux États-Unis pour faire des études. Je racontais mon histoire. Les gens m'ont suivi. Et les gens, maintenant, aujourd'hui, ont souvent tendance de penser que je me suis levée le matin, c'est tombé. Quand j'ai commencé à travailler chez Roots la première année, je n'étais pas payée. Je faisais le babysitting où je travaillais à Rony 2 dans un magazine qui s'appelle Desigual. Où je gagnais des sous, où il fallait que je m'assure que mon loyer soit payé, l'école soit payée, que je mange, mais j'avais la passion de me dire que je veux être dans ce média-là. Quand il y a eu un peu plus de sous, mon collègue, en tout cas à l'époque fondateur du magazine, Michael, il m'a donné de l'argent la deuxième année. Ensuite, la troisième année, encore, il m'a donné encore plus d'argent. Mais parce que la première année, je me suis dit, je vais être dedans, j'ai struggle. Et je dis toujours qu'aujourd'hui, les sœurs et les frères ne veulent plus hustle. Ils veulent juste briller. Ils veulent juste avoir la hype, mais ils ne hype, savent pas ce qu'il y a derrière. Et les gens, des fois, disent, oui, mais Diane, en fait, comment elle a fait pour être là? Mais je dis toujours aux gens, mais... Je viens de loin. Il faut regarder. Moi, quand je faisais le babysitting, où je prenais la fille d'une de mes voisines, le matin, je déposais son enfant, j'allais à l'école, je continuais, j'allais travailler chez Desigual. À l'époque, il y avait mon ami Orphée Noubissi qui était un photographe aujourd'hui que tout le monde en sens, c'est très bien, mais il travaillait à Zara, à Rony 2, et moi je travaillais à Rony, à Desigual. On se croisait comme ça, on tapait les divers, mais on avait des rêves. Moi, c'est pas juste lever le matin où quelqu'un nous a donné tout comme ça, genre on mange, non. Et les gens oublient souvent ça, et il y avait une réelle conviction. Et moi, j'ai toujours eu la même conviction, c'est ce qui m'a amenée au monde. J'ai pas été mise au monde parce que je suis trop belle, ou parce que je suis plus smart que quelqu'un d'autre. Ce n'est pas vrai. C'est parce que j'ai des convictions et que je les affirme. Quand je vois souvent sur Internet des personnes qui disent... Qui veulent en tout cas me renvoyer une image que je ne méritais pas d'être au journal Le Monde. Alors si je le méritais, mais eux ils ne le méritaient peut-être pas. Quand ces mêmes personnes viennent à un événement qu'on organise en février dernier où on a mis Chimamanda Ngozi, je peux vous dire que si on invite des noirs comme ça, c'est parce qu'il y a peut-être des noirs dans une rédaction qui disent voici les invités à voir. Et peut-être pas les noirs qu'on voit toujours en mode cuit, plan. Voilà. Ça travaille en profondeur. Quand la chanteuse qui est là n'est pas une chanteuse connue, est une chanteuse que je connaissais, Patricia Essong, comme ça, qui avait des rêves, et que je dis au journal et au Quai Branly que non, il faut cette personne, et que c'est cette personne qui vient performer, et qu'elle est vue par d'autres médias qui étaient présents, Paris Match, RFI ou France 24, ça c'est du leadership. C'est parce qu'il y a des gens comme moi qui décident que voilà, à un moment, on a vu trop plein de personnes, il y a des gens talentueux, il faut les mettre dedans. Il faut les mettre aussi dedans. C'est bien. Tu penses aussi effectivement au tien. Ah non, je pense qu'il faut oublier les réussites personnelles. Il n'y a que des réussites. On doit avancer en groupe. Et c'est mon leitmotiv. Par contre, si tu n'es pas fiable, si tu n'es pas une bonne personne, tu ne mérites pas et tu ne seras jamais dans mon entourage. Mais tu es libre de faire tout ce que tu veux. Bien entendu, encore heureux. Alors donc, une question pour toutes les jeunes femmes, jeunes filles qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que toi, tu peux leur donner comme, on va dire, comme force, comme exemple ou comme erreur à ne pas faire? Alors moi, j'ai pas vraiment d'erreur ou de conseils, je sais pas, en tout cas de regrets dans mon expérience. Mais ce que je sais,
c'est qu'il y a aujourd'hui beaucoup de femmes qui veulent briller. Et briller n'apporte rien. Je veux dire, c'est les gens qui choisissent de faire briller. S'il y a des gens qui ont soutenu par exemple la campagne de crowdfunding de visiter l'Afrique, c'est parce que depuis longtemps je parle d'Afrique. Ils se sont dit que mais la fille depuis toujours elle parle de ça. C'était évident. Donc c'est évident de l'aider à réaliser son rêve en fait. C'est une finalité qui était juste logique. Les gens doivent savoir que tu peux commencer doucement un projet, doucement, et puis le faire émerger. Moi, aujourd'hui, les gens me contactent, ils disent est-ce que vous pouvez nous faire un shoot-out pour qu'on ait beaucoup de followers sur Instagram? Est-ce que vous pouvez parler de nous sur votre page pour qu'on soit connus? C'est pas comme ça. Mais c'est pas comme ça. C'est parce que tu fais des choses bien qu'au fur et à mesure, les gens viennent se greffer et ton initiative, elle grandit, elle grossit. Nous, on demande, chez Visiter l'Afrique, par exemple, rarement avoir des interviews, ce genre de choses. Les gens nous contactent parce qu'au fur et à mesure, tu captes une personne qui en parle à une autre personne et ça grandit. Maintenant, je pense que dans l'ère dans laquelle on vit, les filles doivent se demander, en tout cas si elles veulent avoir un projet entrepreneurial, ce qu'elles veulent faire, pas ce qu'elles pensent qu'elles devraient faire. Et il faut être aussi courageuse. Moi, je veux dire, je dis toujours que j'ai un caractère particulier, je suis une aventurière. Je me lève le matin, je vais dans un pays que je ne connais pas. Tu vas seule en plus. Je vais seule, avec rien spécialement dans le compte, mais parce que j'aime ça et parce que ça m'anime. Donc tout le monde ne peut pas faire ça, mais il faut aussi être prêt à prendre des risques. Les gens ont des projets pendant 20 ans, mais ils essaient d'être entre les deux. Le matin, je suis au boulot, puis le soir, je fais ma petite création. À quel moment tu vas industrialiser la chose, chaque jour tu rentres chez toi, tu fais le petit truc. Si je veux voir Visiter l'Afrique grand, il était important en tout cas que je rentre sur le continent et que je rentre tout court, que j'arrête de travailler au journal. Parce que à un moment, il faut prendre les risques. Si les gens croient en ton projet, il faut leur montrer que tu y crois aussi. C'est parce que je vais sauter sur ce projet que même demain, s'il y a un souci, je dirais peut-être à un recruteur demain, j'avais un boulot, j'ai laissé tout, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'ai porté Visiter l'Afrique. Que ça fonctionne, que ça ne fonctionne pas, mais ça va fonctionner. Mais il se dira, ah oui, cette fille, quand même, elle a eu l'audace de tout lâcher pour croire en son rêve. Et je pense que c'est ce que les filles doivent se dire. Il ne faut pas juste attendre. Hein. Parce que j'attendais là, je serais juste encore là comme ça. Hein. C'est ça, Quand on a fait la campagne de crowdfunding, on a demandé 15 000 euros, c'est parce qu'on avait besoin de 15 000 euros pour commencer ce qu'on voulait faire. Les gens disaient que c'est pas beaucoup, c'est pas... Non. Et au final, le fait que les gens ont mis de l'argent, c'est parce qu'ils ont compris que c'était nécessaire. Donc ça veut aussi dire qu'il faut être... je sais pas si on peut dire vrai ou transparent, mais il faut avoir conscience de son potentiel, de son projet. Si toi tu veux juste faire une marque de fringues, et puis tu sais pas vraiment, c'est juste comme ça pour le fun, oui, tu peux faire. Histoire d'être dans la hype toujours, quoi. Dans la hype. Ton projet va pas émerger parce qu'il y a tellement de gens dans la hype que pour que ton projet émerge, il te faudra beaucoup de temps. Mais si c'est des vraies valeurs, des vraies convictions, ça devrait aller. Mais à un moment, il faut que les filles comprennent qu'il faut se lancer. C'est vrai pour les garçons, il faut se lancer. On ne peut pas toujours rester à la maison et ruminer. J'ai croisé une femme qui, à 15 ans, avait pensé à un site comme Vestiaire Collective. Elle a un petit dépôt vente ici à Puteaux. Et ben voilà, elle a tellement rêvé qu'au final, Vestiaire Collective est venue à lancer. Et ensuite, Condé Nast a racheté ça à plusieurs millions. Et maintenant, elle est hyper déçue, hyper triste. C'est ça. Il y a vraiment plein de gens qui avaient pensé à Airbnb, à Blablacar, ou en tout cas à créer un smartphone africain, ou whatever. Mais si tu restes... des idées, c'est bien quand c'est chez toi, on en parle et tout, mais à un moment, quand est-ce que tu les concrétises? Oui, c'est ça. Et aussi arrêter les faux teasing, quoi. Il faut que les sœurs arrêtent de faire... Big things are coming soon. Big things. Oh, j'ai trop hâte de vous en parler. Oh, les filles, ça va chauffer. Et puis 3 ans plus tard, ça ne chauffe pas. Ça chauffe pas. C'est un peu le travail, concrètement, les filles. Ce sont le bling-bling, là. Travaillons. Parce que les gens, le bling-bling ne paye pas. Lui ne paye pas ton loyer, c'est non, clair. ça paye pas ton loyer. Moi, je ne pense pas sur les réseaux sociaux où je dis genre de midi à 23, de 8h à 23h, je suis au boulot, les filles, on travaille. Quand tu travailles, t'es pas en train de chuter. Mais c'est ça. Il faut non, les filles, concrètement, il faut travailler. Arrêtez de vouloir briller. Il faut travailler. Il n'y a que le travail qui paye. Si je suis là, c'est parce que je hustle, c'est parce que je travaille. C'est parce que je vais rencontrer des gens à 23h parce qu'il faut le faire et le matin à 9h, je suis devant mon bureau. C'est comme ça. Il n'y a pas de mystère. Hein. Quand tu n'as pas les contacts, c'est quitté le cas pour moi, quand tu n'as rien là, ton seul plus, c'est le travail. On te reconnaît par ton travail. On te reconnaît par tes convictions. C'est tout ça là qui fait que tu arrives, tu brilles. Les gens, ils sont là, ils pensent que parce qu'elles font... Parce que tu es belle, que tu vas réussir. Hein.
Tu as réussi peut-être un temps. Mais la réussite là qui dit... Et la beauté aussi, ça fane, hein. Avec l'âge. C'est ça. C'est qu'à un moment, les gens doivent se poser les vraies bonnes questions. Ensuite, voilà, croyez en vous, comme on en parlait tout à l'heure. Crois en son potentiel. Si ton projet là, c'est juste pour comme ça là. Tu sais, tous les jours, ils créent des projets. Mais tu sens qu'il n'y a pas d'âme dedans. Les gens le ressentent. Hein. Je veux dire qu'on ressent quand un projet est juste un projet comme ça. Mais quand il y a de l'âme dedans, on le sent. Tous les jours, les gens créent des projets pour briller. Oh non, c'est la nouvelle, ma nouvelle marque et tout. Elle pose dans sa marque. Puis tu reviens 6 mois après. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ah, c'est la nouvelle radio à destination des go chocos. Puis tu reviens là, 3-4 mois là. Elle a interviewé tous les go chocos d'Abidjan. Il n'y a plus rien. Et puis elle va pas plus loin, quoi. Et puis voilà, elle a fait son truc. Non, il faut des gens avec des convictions. Il y en a beaucoup qui veulent faire du buzz. Oui, mais le buzz, ça va ouf. Et puis tu penses même toi, là, une fois que le buzz est éteint, tu es encore plus mal qu'avant. Ouais. Donc vous ne pouvez pas se donner pas avoir ce sentiment soit de solitude, soit de tristesse. Il faut être constant, travailler ton projet, l'imaginer, le penser, le visualiser. Moi, pour mon cas, Visiter l'Afrique, on ne fait pas de partenariat avec des gens qui font des événements, ce genre de choses. Je dis, si tu fais des partenariats, comment je vais faire pour envoyer un photographe faire des photos en Afrique? Il faut le payer, non? Comment je vais payer le mec qui va faire des vidéos à Abidjan? Il faut que je le paye. Son logement, son billet d'avion, son salaire. Donc, pas de partenariat avec vous. Donc, il faut qu'on trouve le moyen de trouver un juste milieu, que l'argent rentre, parce que sinon, je ne vais jamais émerger. C'est aussi pour ça que j'ai arrêté le blogging. Parce que j'ai eu un blog et ça me saoulait profondément que les filles noires étaient cantonnées à la beauté. On a autre chose à faire que de la beauté. C'était hyper frustrant. Et ça... Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Il doit être passionné. Mais à quel moment on aura une garance dorée chez les noirs? Il y en a qui prennent des photos. Il y en a qui sont créatifs. On n'en veut pas. On veut nous cantonner à la beauté. Notre niveau, c'est la beauté. Et en plus, on te paye même pas pour parler de beauté, on t'envoie des produits. Des produits, oui. Tu ne peux pas acheter des produits là? Ouais. Si. Les produits, tu ne payes pas ton loyer non plus. C'est ça. C'est ça le truc. Et moi je me souviens qu'un jour, Azos m'avait proposé pas mal d'argent en 2014, je crois, pour faire du shopping sur leur site, mais vraiment beaucoup. Hein, parce que j'étais même étonnée. Et ça ne m'intéressait pas. Je n'avais pas accepté. Et Dieu sait combien je commence sur Azos. Parce que je leur avais proposé autre chose. Je leur avais dit, vous avez Azos Africa. Est-ce que c'est possible de faire un shooting de 5 femmes noires parisiennes dans vos tenues? Ouais, mais non, j'ai pas voulu. Parce que pourquoi? Moi, mon truc, c'était faire des photos. Moi, mon truc, c'était raconter des histoires. On voulait que je parle de beauté, de cheveux. Et je pose en tenue. Parce que je suis ronde. Il fallait que je sois blogueuse ronde, blogueuse grande taille. Non. Non. Et c'est la même chose que même mes soeurs, quand on se rend compte, elles se cantonnent. Et les filles, elles ne veulent pas montrer ce qu'elles sont. Elles ne veulent pas parler. Elles sont là pour te dire, oh, le produit est trop bien, le produit est trop chic. Les marques, tu veux que les marques aillent faire quoi avec elles? Il n'y a pas d'impact. Ouais. C'est-à-dire que tu n'es pas libre de faire ou défaire une marque. Parce que tu es toujours en train de dire, oui, c'est bien, et toutes les filles, je vous conseille. Les filles qui ont sorti des produits, elles te le montrent sur Instagram lundi, vendredi, elles te disent qu'elles ont testé, le produit est génial. Arrêtons de nous mentir. Oui. Arrêtons de nous mentir. Enfin, au minimum, prenez un peu vos lectrices pour des femmes intelligentes, je ne sais pas. Comment aujourd'hui un grand groupe, je sais pas, Unilever, L'Oréal ou Procter & Gamble peut venir te voir si toi tu dis oui. Il faut qu'à un moment tu dises que là c'était pas bon. Alors tes lectrices, elles viennent même poursuivre tes conseils. Quand tu dis oui c'est bien, non c'est pas bien, oui c'est bien, oui c'est bien, oui c'est bien. Non, on est trop cantonné à ce truc de blogueuse beauté. Est-ce que pour toi la majorité des blogueuses noires elles font quoi? Oui, c'est vrai que t'as pas... c'est beauté ou mode, oui. Ouais, c'est vrai. Mais juste alors qu'il y a... Il y a beaucoup de choses à faire. Ouais. Il y a tellement de choses, de personnes qui ont des choses à raconter. Et c'est marrant que... Et toutes là, beaucoup quand elles viennent pour faire du blogging, elles veulent briller. Hein. Donc comme elles voient que les autres qui brillent un peu là, on fait beauté, elles veulent faire la même chose. Mais c'est stupide. Attends, quand est-ce qu'on aura des blogueuses littéraires noires? Ils vont te parler de livres, de littérature, et française, et américaine, mais surtout aussi africaine ou antillaise, qui te disent que oui, je suis ouverte au monde, je m'intéresse à la littérature en général, mais voici ceci, voici cela. Ben voilà. On a encore du boulot. On a encore du boulot, mais ça passe par des petites étapes comme ça. Avant même souvent de voir en haut, il faut voir déjà comment en bas on peut changer les choses. Donc moi, très tôt, en tout cas sur mon blog, je parlais de voyage, je parlais de ma recherche d'africanité, ma place en tant que noire en France. Je dis souvent aux filles, je lis beaucoup, mais je n'ai pas toujours aimé la lecture.
Mais je crois que quand on est chez moi, là, on voit beaucoup de livres. Mm, Mais j'ai appris à lire. mhm. Parce qu'à un moment dans ma question, en tant que femme noire vivant en France, en tant que noire voulant rentrer, mon histoire, on fait des débats à Paris, on n'a pas de je sais pas, je sais pas que c'est pas cursus, mais on n'a pas de backup. C'est quelque Ouais. chose pour asseoir ton argumentaire. Il faut quand même que tu aies des références. On n'a pas de références. Ah, il en faut. Et il faut aussi des gens comme ça qui disent, surtout dans l'ère dans laquelle on est, il y a des gens qui se posent des questions, ils ont besoin d'avoir des gens, je sais pas, comme moi, qui te disent que tu peux ne pas avoir aimé lire il y a 15 ans, mais aujourd'hui tu peux lire, mais en commençant peut-être par lire, lire Americana, je sais pas, de Chimamanda, mais c'est des petits livres qui te donnent envie en tout cas de poursuivre. C'est ce que moi j'avais fait très tôt, c'était de lire des livres qui me parlaient, et puis d'essayer d'étendre au maximum. Donc voilà, on a besoin de femmes noires et d'hommes noirs qui nous racontent leur histoire. On en a besoin, que ce soit en France ou en Afrique ou aux Antilles. On a besoin de gens qui nous donnent envie de réfléchir sans créer des clivages. Noir vs arabe, noir vs blanc. On a juste besoin des gens qui nous parlent concrètement sans vouloir être des lobotomisateurs. Ouais, et qui connaissent leur sujet aussi. Connaissent leur sujet. Voilà, on en a besoin. Donc pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Que ce soit à toi à titre personnel, Diane Audrey Gacko, à visiter l'Afrique, au monde d'Afrique, à tout ce que tu entreprends. Au monde d'Afrique, de raconter les histoires avec un regard de plus en plus africain. De ne pas parler aux Français qui s'intéressent à l'Afrique, mais de parler aux Africains qui s'intéressent à l'Afrique. C'est ce que je souhaite premièrement au monde d'Afrique, à visiter l'Afrique, d'être, en tout cas d'ici 2020, la référence du tourisme en Afrique, de trouver son espace et sa place dans un environnement anglophone avec un nom francophone, c'était un choix. Et de maintenir la même équipe et le même dynamisme, et de ne pas décevoir les gens qui croient en nous, surtout. Donc de ne pas traverser le continent. Je pense que c'est le numéro 1. Quand tu dis traverser, dans quel sens? Tu penses qu'il y a une supposition à dévier la route? Non, je crois pas. Mais les gens peuvent avoir peur qu'on le fasse. Les gens ont peur, par exemple, qu'une fois une personne nous a mis en commentaire qu'il avait l'impression que visiter l'Afrique allait donner envie aux soi-disant pédophiles de venir faire du tourisme sexuel sur le continent par rapport à la Thaïlande. Donner l'exemple de la Thaïlande. Parce qu'à trop vouloir attirer les touristes, on va prendre tout et n'importe quoi. Mais c'est pas le cas en fait. C'est aussi de dire que nous on a des valeurs, on ne veut pas que les pygmées soient vus comme des attractions, les Maasai soient vus comme des attractions, ce n'en sont pas, ou les Imba. C'est quelque chose que je dis, on n'est pas des gens exotiques, on est des êtres humains. Même moi à titre personnel, quand je vais en Afrique, je fais pas la zozo avec des Zoulous ou avec des Maasai, parce que ce sont des gens. Je veux dire, tu peux prendre en photo des gens, mais tu peux éviter de les rendre en mode de faire du folklore avec ces gens. C'est ça que je dis travestir. Prendre les gens à l'humain. Ce sont des êtres humains comme nous et c'est un fait. Et pas aller prendre des photos des Maasai en mode le Maasai quand il dort, le Maasai quand il mange. C'est ce qu'on peut souvent voir en fait. On doit pas suivre ce chemin sous prétexte que c'est trendy. Toujours mettre en avant nos convictions, nos valeurs, nos combats et ne pas avoir peur de dire non, ce n'est pas bon et oui, c'est bon. Moi, personnellement, écoutez, d'être heureuse dans ce que je fais, de réussir en tout cas ce retour sur le continent, de ne pas avoir peur, parce qu'on a naturellement toujours peur. Pas peur de rentrer, mais peur de tout ce qui va changer. L'environnement, les gens aussi, qui peuvent percevoir ce retour comme en tout cas, je sais pas, sur le continent, comme de l'opportunisme. Est-ce que t'as pas déjà eu des échos de ça? Le fait que tu sois venu en France, faire tes études, et que les gens commencent à te percevoir comme la petite go qui vient de France, qui veut rentrer, qui veut nous apprendre la vie, machin. C'est ça, mais c'est exactement ça. C'est exactement ce qui va certainement se passer. Donc c'est déjà pour une des raisons pour lesquelles je ne voulais pas bosser spécialement dans les médias au Cameroun ou en Afrique, mais plutôt me concentrer sur mon initiative, visiter l'Afrique à 100%. Si, mais bon, moi je rentre pas pour ça. Et puis, je rentre parce que j'ai des convictions et je les ai toujours eues, je les ai toujours défendues ici en France. Et je pense qu'à un moment, quelle est la suite? Aller appliquer sur le terrain et c'est ce que je vais faire. Mais naturellement, mais je pense que je suis naturellement déjà quelqu'un de très simple, très humble, de base. Donc, si les gens le disent, c'est leur problème. Comme on dit chez nous. Ce n'est pas mon affaire, je ne gère pas. Mais ce que je gère, c'est que mon affaire fonctionne et que je sois toujours en phase
avec ce qui m'anime. Et puis, c'est pas grave, hein, parce qu'au final, même les gens, certaines personnes là, eux-mêmes, elles rêvent de venir en France. Les hommes politiciens, eux-mêmes, ils envoient leurs enfants en France. Donc, voilà. Bon, on peut te souhaiter que du bon. C'est pour ça, la suite. c'est ça. Et on espère te voir grandir encore. C'est Toujours ça. dans l'humilité comme tu as su le faire depuis tout ce temps. Oui, c'est ce que je me souhaite. Et j'aimerais vraiment que mes frères africains, de la diaspora africaine, mes frères noirs en général, aient vraiment confiance en eux, en leur potentiel. Et qu'ils arrêtent de baisser le dos, quoi. Laissons ça à nos parents. Nos parents ont assez fait en France, notamment, de baisser le dos, de se courber, qu'il faut qu'à un moment, ils se lèvent. Hein, parce que en donnant ton point de vue sur les choses, ta hiérarchie se dit, ah oui, peut-être que ce mec, il a une parole. C'est souvent ce qu'on remarque dans certaines entreprises françaises. Et c'est tous les Africains qui se baissent comme ça. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Oui, non, je suis d'accord avec vous. Non, il faut qu'à un moment, on prenne la parole de dire les choses. Il faut qu'on s'affirme. Et il ne faut pas qu'on ait honte de dire qu'on veut réussir. Et qu'on va y arriver, en fait. Parce qu'on a toujours un peu cette humilité de faire genre, ça va? Ah, bon, je suis là. Oh, tu vois, le truc là, on se casse le corps. Ça, ouais. Non, ça va, oui, ça va. C'est des petits trucs comme ça qu'on a dans notre culture. Quand tu dis, je veux changer le monde, parce que c'est ce que moi je veux personnellement faire. Et en changeant le monde, ça passe par changer et impacter mon continent, et impacter le Cameroun, notamment par l'éducation dans mon cas. Et ben, les gens disent que, oh, la fille là alors, elle va montrer qu'elle est arrivée. Non, c'est moi. Je veux changer le monde. C'est un fait, je veux pas faire semblant. Diane, tu veux faire quoi? Ah, mon frère, je sais pas. Oh, si prête à Dieu, peut-être que je vais aller à gauche, je vais aller à droite. Non. On a besoin de temps en temps, et même des gens qui disent, je veux faire ça. Et je vais me donner les moyens de faire ça. Donc oui, Karine, je te dis à toi et je dis à tout le monde, je veux changer le monde. Et je vais changer le monde à mon niveau. À ton niveau, bien sûr. Et ça sera mon leitmotiv et c'est ma ligne que je suis. Et les gens ne doivent pas hésiter à leur niveau de se dire, je veux changer le monde. Voilà. D'accord. Bon, on te souhaite que tu arrives à changer le monde. Et que tu embarques avec toi beaucoup de personnes pour que puissent changer le monde. Et je t'embarque. Je suis là. Je suis là. Je te remercie beaucoup, Diane Audrey, pour cet entretien. Merci beaucoup. Je te souhaite beaucoup de belles choses pour la suite. Merci. Et à très bientôt. Bah, moi aussi, je te souhaite beaucoup de belles choses. Merci à toi. Beaucoup. Et tu sais que je t'aime beaucoup et j'aime ce que tu fais. Merci beaucoup. Et continue. Merci, c'est gentil. La fraîcherie d'Abidjan. Oui. Action. Mastercraft on the beat. Yeah. With the palm better. Mastercraft on it. Flavor. Yeah. Finally, oh, it's about to go down. You know the money no be problem. Finally, oh, it's about to go down. Where my baby, oh, it's about to go down. Oh, my sexy lady, it's about to go down. Oh, yeah, just okay. Walubenu, maya, 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 maya. Oh, yeah, just okay. Walubenu, maya, maya. Oh, yeah, just okay. Walubenu, maya, 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 maya. Oh, yeah, just okay. Walubenu, yeah. I used to mesmerize. Say me that my baby mama go make it to the end. And I thought I was in love until I met my wife. It be like she do me voodoo, she tell me to bulu bulu. Go be a me ya bang you my sister 5. Made the office PC in checking the Twitter and in the Facebook. Looking for new pics to like, I no go lie. About the body ni big you mukasa when side she be princess. There she goes. You know my baby got swag. Best nigga tell them my pictures to rose. Miss Universe a grand fan of home my check bag. Chemin ya pay. Check your prices. Cabin I will make you connect on your licenses. No more person me jaw until almost say a real one. Home my ace and the hepatitis still. Finally, oh, it's about to go down. Finally, oh, it's about to go down. Mastercraft on the beat. Where my baby, oh, it's about to go down. Oh, my sexy lady, it's about to go down. Oh, yeah, just okay. Walubenu, maya, 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 maya. Oh, yeah, just okay. Walubenu, maya, maya. Oh, yeah, just okay. N'oubliez pas de vous accaparer ce site. Merci à tous nos partenaires, à savoir Canal+, Trace FM, Jobago et Côte d'Ivoire. Merci à vous tous. Merci à vous tous. She a
Now my name she the holla holla, holla holla. We are shut it down to the early morning with the higher higher. And I saw the thing go on my ringo, I saw the thing go.